comment mettre les gens au travail tout en présentant ce travail comme un loisir. Vous vous souvenez peut-être dans les années 2010, c'est-à-dire il y a presque une éternité à l'échelle des temps numériques, les journaux ont commencé à parler d'économie du partage, d'économie collaborative, de plateformes d'échange, de plateformes d'achat. Et bon, l'idée c'était que plutôt que de payer une fortune pour une chambre d'hôtel sinistre, eh ben on poserait ses affaires chez un particulier qui accepte de louer une chambre ou un canapé et que l'on contacterait via une application sur son smartphone. Donc tout était rose, le monde allait soudain devenir plus pratique, plus connecté, plus convivial et surtout meilleur marché. 7 ans plus tard, donc aujourd'hui, il y a des foules qui ont manifesté contre Uber, contre Airbnb à Delhi en Inde, à Séoul en Corée, à San Francisco aux États-Unis, à Barcelone en Espagne, à Paris. Et le terme même d'ubérisation est devenu une sorte de synonyme de précarisation et de démolition des statuts. Alors, dans un premier temps, je vous propose de regarder un peu de quoi il s'agit avec ce modèle économique, l'ubérisation. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser au réacteur qui fait tourner cette machine, à savoir l'économie des données, les données personnelles. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, on se posera la question politique, que faire ? Comment affronter cette situation et quelle alternative on peut promouvoir. Alors, primo, le capitalisme de plateforme. Uber, Amazon, Airbnb, vous connaissez ces noms. On pourrait en citer d'autres, mais ces trois-là, je crois, représentent la forme la plus aboutie d'un modèle qui tend aujourd'hui à se généraliser. Alors, comment fonctionnent ces services ? Grosso modo, c'est très simple, il suffit, se disent leurs promoteurs, d'automatiser la rencontre entre l'offre et la demande sur une plateforme qui est consultable directement sur votre téléphone. Ceux qui cherchent un appartement pour 2 nuits se sont inscrits, ceux qui louent un appartement pour 2 nuits se sont inscrits, et puis les données sont analysées et ajustées en temps réel. Ça fonctionne pour les transports avec Uber, ça se transforme pour les livres avec Amazon, où les libraires s'inscrivent sur la plateforme Amazon pour vendre leurs bouquins. Ça fonctionne aussi pour les tâches répétitives, les petits travaux qu'on peut réaliser sur Internet, comme par exemple labelliser des images, mettre un tag, une référence sur une image, sur un film, etc. Vous avez une plateforme qui vous propose de travailler le soir pour un salaire très modique, à réaliser individuellement ces petites tâches. Et sur ces plateformes, le marché s'ajuste tout seul, puisque les utilisateurs et les fournisseurs de services se notent mutuellement. Ceux qui récoltent des bons avis sont promus, sortent en premier, et puis ceux qui récoltent des mauvaises notes, ils sont éliminés. Pas d'asymétrie d'information, c'est le marché pur et parfait. Et ça, c'est la théorie qu'on a présentée lorsque ces industries ont commencé à mettre ces services sur le marché. Alors, en pratique, ce mouvement qui devait redonner du pouvoir aux consommateurs et puis casser le monopole des intermédiaires, les hôteliers, les taxis, les libraires, etc., a abouti à la constitution de mastodontes. En effet, les plateformes comme Airbnb, comme Amazon ou comme Uber fonctionnent d'autant mieux que le nombre d'utilisateurs est important. Et dès lors que l'un de ces services émerge, se fait connaître, eh bien, tout le monde s'y inscrit parce qu'on sait tous intuitivement que plus il y aura de gens qui offrent, je ne sais pas, un bout de canapé pour loger, plus on a de chances de trouver ce qu'on cherche. Et donc tout le monde s'y inscrit, c'est l'effet réseau. Et en quelques années, Amazon est devenu le premier marchand en ligne occidental. Alors il faut voir que la distorsion du marché, elle existe du côté des fournisseurs de services, Amazon qui grossit et qui devient un quasi-monopole, mais elle existe aussi du côté utilisateur. À l'origine, par exemple, Airbnb était conçu comme un service d'hébergement juste entre particuliers. Aujourd'hui, c'est complètement différent. 9 ans après la création, cette plateforme est complètement parasitée par des professionnels de l'immobilier qui possèdent souvent plusieurs appartements qu'ils louent à la semaine. Par exemple, à Paris, des chercheurs ont montré qu'un certain Fabien, qui s'est inscrit en mai 2012, louait à lui seul 141 appartements. Et Ludovic, lui, en louait 132. Donc le cliché du copain là, qui loue son bout de canapé à quelqu'un qui passe comme ça sur Internet, c'est quelque chose qui est absolument inexistant. C'est devenu une plateforme professionnelle. Et évidemment, en plaçant une partie des logements disponibles sur le marché touristique,
ce genre de service fait monter les prix, chasse les riverains, chasse les pauvres en général, et ça aboutit à la situation qu'on connaît notamment à Barcelone, où une partie de la population s'est révoltée contre Airbnb. Deuxièmement, ces nouveaux monopoles prospèrent sur la déréglementation du travail qu'ils ont eux-mêmes opérée en démolissant les statuts. Alors, je ne vous fais pas un dessin, c'est quelque chose qui a été assez décrit, et notamment dans les médias récemment, mais le chauffeur Uber, le cycliste Deliveroo qui transporte la pizza qu'on a commandée sur un vélo, sont des individus qui sont complètement isolés, qui assument tous les risques, leur protection sociale est réduite pratiquement au minimum légal, et ils ne disposent d'aucune force de négociation collective, du moins jusqu'à ce qu'ils s'organisent et qu'ils se révoltent, ce qui a commencé à être le cas à Paris récemment, ou alors jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par des robots, par des véhicules automatiques ou par des drones de livraison, puisque en définitive, des gens comme Uber ne visent pas à faire des particuliers des chauffeurs, ils visent à mettre sur le circuit une flotte de véhicules automatiques qui ramassent des gens sur le trottoir pour les conduire. Alors, ce retour au salariat, avant le remplacement par les robots, du salariat à la tâche, comme on le trouvait au XIXe siècle, il a pour particularité de se présenter sous les atours d'une révolution joyeuse, de quelque chose de moderne, de contre-culturel, d'acidulé. Grosso modo, leur message, c'est « on va se marrer ». Alors, monopole, précarisation. Le troisième temps de l'ubérisation, c'est la polarisation des revenus et l'affaiblissement des États par le contournement fiscal. Pendant que les chauffeurs Uber gagnent entre 800 et 1000 euros par mois en travaillant jusqu'à 60 heures par semaine, les actionnaires de l'entreprise, eux, ont des taux horaires beaucoup plus importants. Uber, à l'heure actuelle, Uber qui ne possède aucune voiture, aucun actif autre que cette plateforme, Uber est valorisé à 70 milliards de dollars en bourse à l'heure actuelle. Son fondateur, qui vient d'être mis sur la touche par les actionnaires, lui possède 6,3 milliards de dollars. Alors, 1000 euros d'un côté pour les chauffeurs pour 60 heures par semaine, 6,3 milliards de dollars de l'autre pour le fondateur, c'est vraiment une vision assez particulière de l'économie du partage, de l'économie collaborative que les journalistes nous avaient vendue au début des années 2010. Alors, l'un des secrets de cet enrichissement fabuleux des mastodontes de la Silicon Valley, c'est l'évasion fiscale. Les techniques pour frauder le fisc ont des noms tout à fait exotiques, le sandwich hollandais, le double irlandais, etc. Par exemple, le sandwich hollandais. Comment ça marche? Vous payez une course 20 euros sur un service Uber. Donc, votre compte est directement ponctionné de 20 euros parce que vous avez donné votre numéro de carte de crédit. Les 20 euros partent direct vers une filiale néerlandaise qui va reverser 16 euros aux chauffeurs. 2 des 4 euros restants vont à la filiale française de Uber. Donc 2 sur 20, ça fait 10%. La filiale française ne va déclarer que 2 euros sur 20. Donc elle sera imposée sur 2 euros sur 20. Et les 2 autres euros restants, qui sont restés en Hollande, vont être imposés en Hollande au taux de 2%. Donc il reste 1,96 euros qui partent aux Bermudes dans un paradis financier. Voilà, ça c'est le sandwich hollandais. Donc il y a plein de méthodes comme ça pour pouvoir contourner l'impôt, etc. Résultat, dans les pays capitalistes avancés, l'impôt sur les sociétés, c'est entre 12 et 30%. Apple, pendant 20 ans, a payé 0,005% d'impôt sur le bénéfice en Irlande. Fin août dernier, la Commission européenne a condamné Apple à rembourser 13,5 milliards d'euros à l'Irlande, mais les dirigeants de ce pays sont tellement inféodés aux industriels du numérique qu'ils ont refusé l'argent. Google, lui, a payé moins de 3% d'impôts au Royaume-Uni, y compris après l'accord qui a été signé au début de l'année 2016 avec le fisc britannique. Et le pompon, c'est quand même Facebook. Au Royaume-Uni, Facebook a acquitté en 2014 4 327 livres sterling d'impôts. 4 327. Alors, le vol, parce que c'est un vol qui est perpétré par ces grandes entreprises du numérique aux dépens des puissances publiques, représenterait un montant annuel qui est compris entre 100 et 240 milliards de dollars. Alors là, on voit se dessiner un circuit, si vous voulez, un lien de cause à effet entre l'austérité budgétaire et le modèle de l'ubérisation. Première étape,
Wall Street, les institutions financières mondiales, la Commission européenne imposent l'austérité aux populations, laquelle va se traduire par une baisse des dépenses publiques, un affaiblissement des États, un appauvrissement des ménages. Deuxième étape, la Silicon Valley va proposer à ces ménages appauvris par l'austérité de se transformer en auto-entrepreneurs, sous-payés et sous-protégés, pour produire des services pratiques et drôles, sympas, etc., qui naguère étaient fournis par des collectivités publiques, genre le transport, ou par des professions réglementées, les taxis, les hôtels, etc. Troisième étape, ces entreprises vont amasser leurs milliards dans des paradis fiscaux grâce au double hollandais et au sandwich irlandais, plutôt que de payer leurs impôts, ce qui appauvrit encore les collectivités publiques. Et le résultat, c'est que ces collectivités, que ce soit des villes, des régions, des départements ou des États, appauvris par le manque de recettes, vont renforcer l'austérité et vont avoir tendance à sous-traiter des services au privé. Et évidemment, parmi les entreprises privées qui vont se proposer pour fournir ces services, vous aurez des entreprises de la Silicon Valley ou celles qui ont investi, ou celles dans lesquelles investissent les entreprises de la Silicon Valley. Donc là, on a un circuit, l'ubérisation se présente comme la solution à l'austérité, et l'austérité appelle l'ubérisation. Alors Uber, Airbnb ne possèdent absolument rien de tangible, on l'a dit pour Uber, pas de flotte automobile, mais pour Airbnb, pas d'empire immobilier. Mais évidemment, elles ont quelque chose d'autre que les autres n'ont pas, c'est les données personnelles. Et là, je passe au deuxième point. Les données de masse, c'est le réacteur, le noyau de l'économie numérique. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, les données personnelles? Tout simplement, il s'agit de l'ensemble des traces que nous laissons en ligne sans trop y penser, et que les industries du numérique vont moissonner, vont collecter avec avidité. Bon, j'ouvre un petit point technique là pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec cette terminologie de données personnelles, etc., et qui peut-être redoutent de passer pour des néandertaliens en disant qu'ils n'y comprennent rien. Mais c'est normal de rien y comprendre. Souvent, ces industries utilisent un vocabulaire technique qui est bien fait pour dissuader les gens de comprendre. En réalité, c'est très, très, très simple, vous allez voir. Grosso modo, les entreprises de la Silicon Valley fournissent aux utilisateurs des services qui ont l'air gratuits. Le courrier électronique, c'est gratuit, on peut s'inscrire, c'est gratuit sur Gmail, etc. Les moteurs de recherche, c'est gratuit, on ne paye pas. Les réseaux sociaux, c'est gratuit, Facebook, etc. Il ne faut pas payer pour s'inscrire. Mais pour utiliser ces services, eh bien, les utilisateurs doivent dévoiler sur eux une très grande quantité d'informations. Leur géolocalisation, par exemple, l'historique de leur activité en ligne, leurs contacts, le calendrier des communications, etc. C'est-à-dire que chaque requête sur un moteur de recherche, chaque commande sur une boutique en ligne, chaque like sur Facebook, chaque post qu'on met, chaque vidéo qu'on met sur Facebook, chaque formulaire rempli, chaque transaction, tout ça constitue nos données personnelles. Et l'astuce, c'est que par défaut, ces données personnelles migrent vers les serveurs des industries numériques californiennes. Elles ne restent pas dans nos appareils, elles ne restent pas dans nos ordinateurs, elles vont en Californie sur des serveurs. Alors, à quoi ça sert ces données une fois que ces entreprises les ont amassées sur les serveurs? Eh bien, elles vont les traiter statistiquement pour établir des corrélations entre des choses apparemment sans lien. Par exemple, l'algorithme d'Amazon va déterminer que les gens qui ont acheté une tondeuse à barbe ont plus de chances que la moyenne d'acheter une poêle à frire. Pourquoi? Aucune importance. L'avantage, c'est que on va proposer une annonce pour des poêles à frire à tous les gens qui ont acheté des sandales en cuir. Voilà, ou une tondeuse à barbe. Vous voyez, c'est formidable pour les annonceurs parce que vous vous trouvez face à des clients potentiels qui ont plus de chances d'acheter ce que vous proposez. Donc c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Eh bien, de la même manière, le travail de Facebook, de Google va consister à créer des services gratuits, qui permettent de collecter, d'agréger, de revendre et d'analyser ces données personnelles et de les revendre à des régies publicitaires. Par exemple, la régie de Facebook, vous pouvez voir, c'est une page qui est tout à fait ouverte au public, se vante de cibler, je cite, les bonnes personnes en leur transmettant le bon message au bon moment.
Alors, désormais, il n'y a pas que les humains qui produisent les données en remplissant des formulaires, etc. Vous avez aussi des objets. Hein. Un téléphone portable est un outil qui fabrique des données en série. Mais vous avez aussi des montres, des frigos, des téléviseurs connectés, des voitures. Hein. Une voiture Ford, à l'heure actuelle, quand aux États-Unis vous achetez une Ford dernier modèle, chaque heure de conduite, elle envoie 25 gigaoctets de données chez Ford. 25 gigaoctets, c'est l'équivalent de 2 saisons complètes d'une série. Chaque heure de conduite. Et alors, pour ces entreprises, c'est quelque chose de formidable parce qu'elles connaissent tout de leurs clients. Mais vous avez 3 entreprises qui non seulement connaissent tout de leurs propres clients, mais qui connaissent pratiquement tout de l'économie. Parce qu'elles collectent des données sur des sujets absolument centraux. Google sait ce que les gens cherchent. Facebook sait ce que les gens partagent. Et Amazon sait ce que les gens achètent. Et en termes économiques, ça leur donne un avantage absolument énorme parce qu'ils connaissent à tout moment l'état du marché, ce que les gens cherchent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils partagent, ce qu'ils achètent, etc. Alors ces données, ça ne sert pas qu'à vendre de la publicité. Vous savez, aujourd'hui, sur les chaînes de production industrielle, les machines sont désormais connectées, les véhicules sont connectés, c'est-à-dire que les avions, les réacteurs d'avions sont connectés, et cela permet non pas cette fois-ci de vendre de la publicité, mais d'augmenter la productivité et de réduire les coûts. Enfin, et c'est la dernière utilisation actuelle de ces données de masse, ça sert à mettre au point, à éduquer, entre guillemets, des systèmes d'intelligence artificielle, la conduite automatique, la reconnaissance de forme, la traduction instantanée, par exemple. Ce sont des outils, l'intelligence artificielle, qui fonctionnent en digérant des quantités énormes de données qui proviennent de tout ce que nous laissons échapper. Alors, c'est la fin du point technique, j'en reviens au propos. Ces données, justement, qu'on laisse échapper, elles n'échappent pas à tout le monde, elles valent de l'or. Hein, en mai dernier, l'hebdomadaire The Economist considérait même qu'il s'agissait, je cite, de la ressource la plus précieuse du monde. La question qu'on doit se poser, c'est qui produit cette ressource ? Qui produit cette ressource ? En fait, c'est nous tous qui produisons cette ressource. Sans le savoir, eh bien, nous, utilisateurs de Facebook, de Google, de Twitter, etc., nous travaillons pour ces plateformes. Nous remplissons des formulaires, nous téléchargeons des vidéos, nous rédigeons des tweets, nous partageons des informations. Imaginons un instant que des gens soient payés pour écrire tout ce qui figure sur Facebook, c'est-à-dire des milliards et des milliards de documents. Tout ça a été fait gratuitement par nous. Sur les réseaux sociaux, à vrai dire, nous convertissons nous-mêmes nos amitiés, nos émotions, nos désirs, nos colères, nos amours, nous les convertissons en données numériques qui sont analysables par des algorithmes. Des algorithmes, c'est des suites d'instructions numériques, des programmes informatiques. Tout ça, c'est du travail. C'est du travail. Et en définitive, nous produisons nous-mêmes les produits que les entreprises de la Silicon Valley revendent aux annonceurs. Et nous les produisons sans être payés. Alors ces tâches qui sont non rémunérées, de mise en données du monde, de numérisation du monde, que nous réalisons nous-mêmes, les chercheurs les ont baptisées le travail numérique, le digital labor, le travail numérique. Et c'est un travail qui a une propriété bizarre, c'est qu'il est indissociablement individuel et collectif. Il est individuel parce que ces données sont produites par des utilisateurs d'outils numériques, quelqu'un avec un téléphone portable ou qui tape sur un ordinateur, mais c'est un travail collectif parce que ces données n'ont de valeur qu'une fois réunies par centaines de millions et une fois exploitées collectivement. Et je crois que c'est précisément parce que nous avons tous spontanément conscience qu'une seule donnée, ça ne vaut rien, que nous nous laissons dépouiller sans râler par Google ou par Facebook. Et je crois pourtant, il suffit de décentrer un tout petit peu le regard pour que la situation, on l'apprécie d'une manière totalement différente. Ces milliards de données agrégées, produites par la collectivité, elles constituent au fond un bien commun. Elles constituent une valeur, un bien commun, dont nous sommes, nous, dépossédés par ces multinationales qui se l'accaparent, qui les récupèrent pour le transformer en marchandises et en profit. Et c'est un mécanisme qui est très connu, à vrai dire, c'est un mécanisme séculaire. Ce qui gît au fond de l'accumulation primitive du capital, écrivait Marx en 1867, c'est l'expropriation du producteur immédiate. Eh bien, nous y revoilà. Nous y revoilà. Là, c'est plus les veines pâtures et c'est plus les Irlandais qui sont contraints de devenir prolétaires à la ville. Sans le savoir, une partie de l'humanité aujourd'hui travaille gratuitement
pour l'industrie numérique. Et ce labeur non payé, ce travail numérique, rapporte de l'or. Il rapporte de l'or. Et nous n'en avons pas toujours conscience. Combien ça rapporte ? Combien ça rapporte ? Eh bien, tout simplement, les 90 milliards de dollars de chiffre d'affaires de Google en 2016 sont principalement tirés de la publicité. Et cette publicité, c'est simplement l'analyse de nos données que nous avons abandonnées gratuitement, ou plutôt que ces entreprises nous ont piquées. Facebook, aujourd'hui, compte 2 milliards d'utilisateurs. On est 7 milliards et demi sur Terre. Hein. Il y a 2 milliards d'utilisateurs mensuels de Facebook. C'est pas rien, 2 milliards sur 7 milliards et demi. Et aujourd'hui, Facebook se vante d'extraire un chiffre d'affaires de 4 $ par utilisateur et par trimestre. 2 milliards d'utilisateurs, 4 $ par utilisateur et par trimestre. Et là aussi, c'est uniquement le produit des données que nous avons abandonnées, du travail non rémunéré que nous avons offert à Facebook, ou plutôt que Facebook nous a volé. Alors voilà, c'est les utilisateurs, nous sommes les véritables producteurs de cette richesse, nous avons été spoliés, et je crois qu'au-delà de la précarisation, au-delà de l'évasion fiscale, c'est la part la plus méconnue et la moins consciente de la grande escroquerie numérique. Alors bon, on a touché du doigt l'économie du partage, on a approché le noyau de cette mécanique, hein, l'économie des données. Et là, c'est le moment de poser un peu la question qui tue, que faire ? Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Que faire contre le modèle actuel et quelle alternative éventuellement proposer ? La première chose, je pense, c'est que pour espérer changer le cours de l'industrie numérique, il est crucial de politiser cette question des données. C'est-à-dire politiser au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire de l'élever au rang des questions qui sont justiciables d'une délibération collective. Une des questions sur lesquelles nous devons prendre collectivement des décisions. Alors, le problème, comment est-ce qu'on va mobiliser les formations politiques, les syndicats, les associations autour de ces enjeux, comme d'ordinaire, ils se mobilisent pour défendre la sécurité sociale, les retraites, l'éducation ou le droit du travail, comme c'est le cas actuellement. Comment faire ? Comment faire ? Peut-être tout d'abord en s'efforçant de se convaincre soi-même et de montrer à tout à chacun que ces questions numériques et cette question des données personnelles, eh bien, ça nous concerne tous. Alors ça paraît évidemment un peu technique comme sujet, c'est le type même de sujet sur lequel on n'ose pas trop s'exprimer parce qu'on se dit que personne n'y comprend rien et que nous-mêmes on n'y comprend pas grand-chose, qu'il faut un peu de travail pour s'y lancer. Mais d'un autre côté, bon, prenons la chose différemment. Tripoter un portable, un smartphone, c'est devenu l'une des expériences les plus communes de l'humanité. À l'heure actuelle, on a plus de gens sur Terre qui sont équipés de smartphones que de gens sur Terre qui ont accès aux toilettes. L'année dernière, il s'est vendu 1,5 milliard de smartphones. Et pareil l'année d'avant, et pareil encore l'année d'avant. Entre un tiers et la moitié, à l'heure actuelle, ça doit être 40%, entre 40 et 50% des gens sur Terre ont un smartphone. Donc il suffit, il faut le savoir, d'allumer cet appareil, et parfois ça se fait même sans qu'on ait besoin de l'allumer, il suffit d'allumer son smartphone pour qu'on devienne instantanément importateur-exportateur de données avec les États-Unis. Dès qu'on allume son téléphone, il y a un flux de données qui migre vers les serveurs californiens, on l'a dit tout à l'heure. Et donc sans le vouloir, on enrichit Apple, Google, Facebook, etc., etc. Et là, je crois que nous sommes face à une situation assez curieuse. Nous avons une richesse collective captée par des acteurs privés, un travail impayé d'une ampleur colossale, qui se fonde, Deuxiot, sur l'une des expériences les plus communes de l'humanité, les plus courantes de l'humanité, tripoter son portable, et Troisiot, qui engraisse des multinationales, lesquelles se sont spécialisées dans l'évasion fiscale. Tout ça nous dessine un terrain absolument idéal pour poser les questions de propriété privée, de biens communs, d'exploitation, d'accumulation par dépossession, de privatisation. Et le paradoxe, c'est que la gauche politique et syndicale n'y accorde presque aucune importance. Mobiliser contre l'exploitation numérique, je pense, c'est peut-être aussi un moyen de politiser des individus qui ne se sentent pas nécessairement, ou pas encore en tout cas, concernés par le dossier des retraites, mais qui peut-être tiqueront à l'idée qu'ils se font quotidiennement dépouiller par Facebook, sur lequel ils passent en moyenne 50 minutes pour les plus restreints, 50 minutes par jour.
Et sur ce plan, je crois que les choses sont en train de bouger, ou en tout cas un mouvement s'amorce avec la syndicalisation qui commence de livreurs de pizza, enfin livreurs de Deliveroo, les gens qui livrent notre repas à vélo, etc., etc. L'autre piste pour politiser cette question des données, c'est évidemment de proposer une alternative. Je pense que sur ce terrain, comme sur les autres, la gauche, les militants, les gens qui veulent changer le monde doivent avoir des idées, doivent avoir un agenda, même si ce n'est pas quelque chose d'absolument précis, il faut avoir une direction à suivre. Alors quelle politique imaginer pour non seulement empêcher la capture de ce bien commun par l'industrie numérique, mais aussi pour faire quelque chose de socialement plus intéressant, de socialement plus utile que vendre des poêles à frire ou des sandales en cuir. Alors, si on s'appuie sur les tendances actuelles, on peut distinguer 3 scénarios en ce qui concerne l'avenir des données personnelles et de l'industrie du numérique. Je vais les énumérer en partant du plus probable jusqu'au plus souhaitable. Le dernier, c'est celui évidemment sur lequel je pense on devrait se mobiliser. Alors, premier scénario pour l'avenir, un avenir relativement proche, c'est un scénario qui s'inscrit dans une logique marchande à l'échelle individuelle. Ces plateformes, Facebook, Google, etc., réfléchissent à rémunérer les producteurs de données de manière individuelle, mais de manière infinitésimale. Je m'explique. L'idée a été lancée par un informaticien qui est aussi un patron californien, il s'appelle Jaron Lanier, et en 2013, ce type a expliqué, je le cite, « Dès qu'une personne contribue par quelque moyen, et si peu que ce soit, à une base de données, elle recevra un nano-paiement. » Nano, c'est 0,90 Voilà, c'est pas grand-chose, quoi. Elle recevra un nano-paiement proportionnel à l'ampleur de la contribution et à la valeur qui en résulte. Ces nano-paiements s'additionneront et fonderont un nouveau contrat social. Fin de citation. Grosso modo, pour le dire de manière plus simple, son modèle, c'est que chacun devient le courtier individuel de ses propres données. On devient tous notre agent individuel où on va revendre pour 0,00001 centime nos données à des publicitaires ou à Facebook. Vous avez déjà aux États-Unis des entreprises qui se chargent de faire ça à votre place. Deuxième scénario, qui est tout à fait compatible avec le premier, c'est celui d'une reprise en main par les États. C'est un scénario qui est déjà engagé depuis le début des années 2010 et le renforcement de l'austérité. On se trouve dans une situation dans laquelle les puissances publiques, qui sont ruinées, commencent à mettre un peu la pression sur les entreprises californiennes pour récupérer de l'argent. Apple est condamné à régulariser 13 milliards d'euros d'impôts à l'Irlande, on l'a dit tout à l'heure. Google vient d'être condamné la semaine dernière à 2,4 milliards d'euros d'amende pour abus de position dominante. L'Allemagne a adopté des lois extrêmement restrictives, des amendes monstrueuses et à vrai dire tout à fait justifiées contre les réseaux sociaux qui véhiculent des bobards, etc. Donc il y a une reprise en main à l'heure actuelle des États. Mais reprise en main des États, ça ne veut pas dire forcément quelque chose de très progressiste. En France, on a 2 hauts fonctionnaires qui ont émis l'idée de taxer les entreprises technologiques sur la valeur qui est générée par ces données personnelles. C'est un rapport sur la fiscalité du secteur numérique qui a été concocté par Nicolas Colin et Pierre Colin. Il y en a un qui a un seul L et l'autre qui a 2 L, si vous voulez retrouver ce rapport. Et eux militent pour que, je cite, la France recouvre un pouvoir d'imposer les bénéfices issus du travail gratuit des internautes localisés sur le territoire français. Et là, ça marcherait sur le principe du prédateur-payeur. Celui qui capte les données, qui dépossède les utilisateurs de leurs données, doit payer sur une base territoriale. C'est en quelque sorte une souveraineté numérique. Alors, les États récupèrent non pas les données elles-mêmes, mais le fruit financier de ces données. Alors, évidemment, comment donner un contenu progressiste à cette idée, ce qui n'est pas inintéressant, parce que ça peut être aussi utilisé pour armer la police avec des tasers encore plus efficaces ou pour baisser les cotisations patronales, par exemple. Les ressources de l'État ne sont pas nécessairement quelque chose de progressiste. Il y a un sociologue qui s'appelle Antonio Casilli qui a imaginé un scénario 2 bis qui consisterait à proposer que cette taxe sur les données finance un revenu inconditionnel de base. Alors, c'est une question qui est très discutée, qu'il a été ici. Là aussi, il y a 2 versions du revenu inconditionnel, une version néolibérale, une version émancipatrice. Lui, évidemment, plaide pour la version émancipatrice. Alors, on peut imaginer le 3e scénario, et on s'arrêtera là, qui ne reposerait
qui reposerait non plus sur la marchandisation de ces données, parce que là, même créer un revenu universel avec le produit financier de ces données, on laisse les données à la Silicon Valley. Là, il s'agirait non pas de bénéficier du produit financier de ces données, mais de socialiser ces données, c'est-à-dire de les récupérer. Dans les domaines du transport, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, toutes ces informations de masse, jusqu'à maintenant, elles n'ont servi qu'à mettre en musique une politique d'austérité et de réduction des coûts. Mais si on avait le pouvoir de délibérer collectivement sur ce qu'on souhaite faire de ces données, nous pourrions améliorer l'éducation, nous pourrions améliorer les transports de manière tout à fait significative, nous pourrions améliorer un certain nombre de services publics, et nous pourrions également se servir de ces améliorations pour renforcer les statuts des gens qui travaillent. Pour cela, il faut socialiser les données. Plutôt que, par exemple, que de migrer directement vers les serveurs de Google, de Facebook, ces informations, elles pourraient échoir par obligation, de manière obligatoire, vers une agence internationale, vers une agence qui collecte, qui serait d'un statut non privé, statut public par exemple, qui serait par exemple dépendant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui est un statut non privé. Et alors, qu'est-ce qu'on ferait une fois que ces données seraient stockées, par exemple, à l'UNESCO? Eh bien, le droit de consultation de ces données serait différencié selon qui on est. Pour les individus qui ont produit ces données, il pourrait y avoir un accès individuel automatique et gratuit. Pour les collectivités locales, les organismes de recherche, de statistiques publiques, eh bien, la consultation serait gratuite, possible, mais anonymisée. Et puis, pour les animateurs de projets d'utilité collective, des gens qui seraient regroupés pour délibérer collectivement, qui seraient dit, tiens, on pourrait utiliser ces données pour faire ça, c'est un projet que nous avons depuis longtemps, comment le rendre possible? Eh bien, là aussi, on pourrait accéder à ces données de masse gratuitement. En revanche, pour les acteurs privés, eh bien, cette matière première précieuse serait payante et l'accès serait conditionné. Donc là, on renverse complètement le rapport de force entre la Silicon Valley et la collectivité, puisque la valeur, ce qui fait les bénéfices, ce qui fait le chiffre d'affaires de Facebook, de Google, appartiendrait par défaut à la collectivité et non pas aux industries numériques. Alors voilà, ce sont que quelques pistes, mais une chose est certaine, c'est que la question n'est plus de savoir si un débat va émerger autour du contrôle des ressources numériques. Ce débat existe déjà entre les industriels et les États. La question, c'est de savoir si des forces sociales qui veulent transformer le monde auront les moyens de prendre part à ce débat avec des revendications qui, somme toute, sont relativement familières, comme la réappropriation démocratique des moyens de communication en ligne, l'émancipation du travail numérique et la propriété et l'usage socialisé des données.